Non, 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 c'est gentil. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est pas la première fois, hein, Anne, que je viens vous rejoindre. Bon, là, je suis un petit peu. Il y a beaucoup de choses en cours, donc j'ai pris un quart d'heure pour me concentrer sur votre journée, pour essayer de vous apporter un message le plus clair possible, compte tenu de la préoccupation, hein, de l'ordre du jour de votre journée. Alors, j'ai vu dans vos documents, dans les documents que vous m'avez envoyés, que cette journée elle est organisée en référence au 19e... non, c'est la 19e journée aujourd'hui, mais que votre congrès a inscrit dans ses préoccupations la problématique du handicap. Alors déjà, je voudrais vous faire des petits commentaires sur le vocabulaire. Alors je lis, notre dernier congrès confédéral a réaffirmé son attachement à la problématique des travailleurs handicapés et a encouragé les actions confédérales. Bien. De formation et de sensibilisation. Bien. En faveur de l'insertion. Moins bien. Faveur, c'est quelque chose qu'on a en plus, qu'on ne mérite pas. Hein? C'est au bénéfice de l'insertion, pour l'insertion. Et du maintien des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, là, bien. Et là, ça décline plusieurs cas de figure. Donc, bon, j'ai plusieurs de vos collègues hein, qui siègent au Conseil national consultatif des personnes handicapées, où on essaie de construire vraiment une culture commune autour de la question du handicap. Des personnes qui vivent avec un handicap, qui s'adaptent, qui le dépassent, qui le compensent, quelquefois qui en souffrent parce que ça entraîne des conséquences graves. Mais il y a toute cette gamme hein, de personnes, et je pense que dans la salle, il y a vraisemblablement des personnes qui vivent avec une limitation, avec une vulnérabilité, avec un handicap. Bon. Donc, notre société aujourd'hui, elle doit absolument prendre ça en considération. C'est-à-dire toute cette diversité, toutes ces diversités de singularités qui font qu'on est une société, on a à vivre ensemble, à partager des choses et à travailler. Et puisque vous êtes une organisation syndicale, votre préoccupation, c'est le droit du travail, c'est les conditions de vie au travail, c'est les relations avec les entrepreneurs, avec le partenaire entreprise. Donc, il faut que vous vous positionnez dans cette attitude-là, d'être aussi attentif et aussi militant, aussi porteur des besoins, des attentes, des aptitudes des personnes qui vivent avec un handicap et qui sont des salariés ou des demandeurs d'emploi. Alors, on est dans une phase actuellement de transformation, d'évolution, de modernisation des dispositifs qui conduisent à ce que les personnes handicapées soient embauchées dans les entreprises ou dans les services publics. C'est la loi de 1987 qui prescrit que 6% des effectifs d'une entreprise doivent être portés par des personnes en situation de handicap. Donc, depuis ce temps-là, on aurait pu penser que les entreprises auraient compris, auraient trouvé l'intérêt à recruter des personnes qui vivent avec un handicap, voire à faire attention, à veiller à ce que celles qui acquièrent un handicap pendant la vie leur vie de travail, eh bien, restent des salariés et continuent d'apporter leur contribution à l'entreprise. Force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas. Que le recrutement, pour atteindre les 6%, bon, il n'est pas encore atteint, et que le recrutement, il a surtout été un peu arrangé avec des manières d'atteindre ces pourcentages en demandant à des salariés déjà en place de déclarer leur handicap. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, ça compte dans le rapport de l'entreprise. Mais au bout d'un certain temps, ça ne fait pas des personnes handicapées de l'extérieur qui rentrent à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les travailleurs handicapés. Mais pour être travailleur handicapé, il faut avoir la reconnaissance de travailleur handicapé.
Et vous connaissez tous, nous connaissons tous, des personnes qui ne souhaitent pas avoir cette reconnaissance de travailleurs handicapés parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées, elles ont peur d'être cataloguées ou reléguées dans certaines fonctions, dans certaines missions, alors qu'elles se sentent tout à fait capables, tout à fait aptes à exercer d'autres responsabilités. Donc, beaucoup de personnes taisent leur situation de handicap, taisent leurs limitations, parce qu'elles l'ont compensé au moment du recrutement et font avec. Alors quelquefois, faire avec, c'est plus compliqué que de le dire à l'avance, de le dire au départ, et d'obtenir l'aménagement raisonnable de son poste de travail, n'est-ce pas, monsieur l'adjoint au défenseur des droits, hein? Et je vous encourage à aller voir cet excellent rapport qui explique le droit des salariés à exiger l'aménagement raisonnable de leur poste de travail. Donc ça, c'est pour les recrutements. Mais après, quand on a à l'intérieur tout un ensemble de salariés, eh bien, il peut advenir que dans la vie, soit la vie personnelle, la vie sportive, la vie professionnelle aussi, la vie sanitaire, eh bien, on acquiert, on contracte une déficience, une difficulté à continuer d'exercer les mêmes responsabilités, les mêmes activités que précédemment. Eh bien là encore, on a des salariés qui hésitent à le faire savoir. Pourquoi ils hésitent à le faire savoir? Parce qu'ils craignent le regard de leur employeur, de leur manager, de leur encadrement sur leur prétendue baisse d'efficacité. Ils craignent aussi le regard, la réaction du collectif de travail. Parce que quand on a dans un collectif de travail, dans une équipe, un collègue qui peine un peu à assumer ses missions, bon, on va être patient pendant quelque temps, puis au bout d'un moment, on se dit, dites, pendant que lui, il est en train de se reposer ou de prendre un petit congé pour se remettre en forme, qui c'est qui fait le boulot? C'est nous. Donc il y a aussi cette crainte du collectif de travail de ne pas être reconnu et de ne pas être accepté avec cette modification de l'efficience au travail qui peut très bien être aménagée, être modifiée par, là encore, un aménagement raisonnable du poste de travail, voire une réorientation professionnelle précoce pour appuyer les compétences restantes, les appétits restants, les appétits de la personne à exercer une nouvelle fonction. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réorientation professionnelle précoce qui peut permettre à un salarié de prétendre à exercer, suite à une formation, une autre profession, une autre mission dans l'entreprise. Mais ça, il faut que ça soit organisé. Et c'est là, je pense, que l'organisation syndicale, les représentants du personnel, dans les différentes instances où vous siégez, vous avez une préoccupation à porter. Mais cette préoccupation, je pense qu'elle doit être portée, moi je souhaite qu'elle soit portée avant la crise, avant que le salarié vienne taper à la porte du local syndical en disant « j'en peux plus, il faut faire quelque chose », et tout ça. C'est bien avant, il faut anticiper. Et il faut préparer l'entreprise à cette démarche d'anticipation. Alors, ça a un mot technique, hein, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui peut permettre ça. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction des compétences nécessaires dans l'entreprise, en fonction des compétences disponibles dans l'entreprise, et les compétences disponibles, ce sont les salariés, eh bien, la gestion des ressources humaines, qui devrait être une gestion humaine des ressources, devrait pouvoir organiser cette mise en conformité des besoins de l'entreprise à court terme, immédiatement, à moyen terme et à long terme, avec les aptitudes évolutives d'un salarié qui souffre au travail
d'une déperdition d'efficience liée à différentes choses qui peuvent être, je le répète, soit un accident du travail, soit un accident de la vie, soit une maladie, soit simplement un vieillissement précoce. Hein. On est tous à ça. Donc, quand je vois votre présentation, je pense qu'il y a une manière déjà une prescience, hein, pour remarquer ces choses-là et voir comment orienter l'action syndicale pour être encore plus efficace pour les salariés, pour l'ensemble de vos collègues, dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, dans une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle et dans une démarche de réinsertion professionnelle précoce. Et ça, je pense que dans votre dialogue social avec l'entreprise, vous êtes à même de porter cette question à l'ordre du jour. Ce n'est pas forcément le patron l'entrepreneur qui va mettre cette question à l'ordre du jour. Encore que, dans mes travaux, j'ai rencontré des entreprises qui ont découvert l'intérêt d'agir de cette manière-là pour éviter de se priver d'un salarié pour lequel ils auraient investi dans une formation antérieurement, soit aussi pour éviter des coûts de licenciement, de recours éventuels, soit aussi pour garder une image sociétale qui est favorable à la réputation et à la performance entrepreneuriale. Donc il y a plusieurs bonnes raisons d'inscrire ce sujet-là dans le dialogue social pour permettre d'avancer sur le sujet avant même que vous ne soyez sollicité par des collègues qui sont en difficulté immédiate par rapport à une situation de santé, à une situation physique au regard de leur emploi qui les menace d'une désinsertion professionnelle progressive suivie d'un licenciement pour inaptitude avec bien souvent l'impossibilité de réorientation, de reclassement. Voilà, avec impossibilité de reclassement. Alors, il y a une autre catégorie de salariés dont vous pouvez vous préoccuper également dans cette nouvelle manière de voir les relations au travail. Ce sont les salariés aidants. Alors aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a eu plusieurs, les médias s'en sont emparés, il y a eu plusieurs projets de loi qui visaient à reconnaître la situation d'un salarié aidant qui perd de son salaire parce qu'il ne peut plus assumer sa responsabilité face à celle qui l'engage vis-à-vis de la personne aidée. C'est un sujet qui doit mobiliser l'ensemble de la société, à la fois les pouvoirs publics qui se doivent de reconnaître la situation d'un salarié qui se met au service d'une personne qui a besoin d'accompagnement, mais aussi l'entreprise qui doit pouvoir comprendre les besoins de ses salariés qui s'engagent dans cette démarche-là. Alors, tous les travaux qui sont disponibles aujourd'hui montrent que on est tous appelés, à un moment ou à un autre, à devenir aidants, soit d'un enfant malade, un enfant handicapé, bon ça tout le monde est maintenant bien averti, mais d'un enfant malade, d'un parent, d'un mari, d'une compagne qui va être malade ou accidenté, ou d'un parent vieillissant qui souhaite rester à son domicile. Parce que l'idée que la vieillesse soit réservée dans des EHPAD, je pense que c'est une fausse image. Hein. On a eu dernièrement la crise des EHPAD qui a mis ce sujet-là à l'ordre du jour, mais c'était autant la crise des conditions de travail des salariés au sein des établissements accueillant, hébergeant des personnes âgées dépendantes que le manque de place pour accueillir des personnes en fin de vie, des personnes en perte d'autonomie. Autour de nous, et tous les sondages le montrent, les personnes qui vieillissent souhaitent vieillir chez elles, à leur domicile, accompagnées, entourées de leurs proches, que ce soit de la famille, ou que ce soit des voisins ou des amis. Enfin, il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'est quand même
de vieillir chez soi. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des services à domicile, des services à la personne qui soient de qualité, et il faut que la personne qui aide, qui apporte de la compagnie, qui organise le programme de soins, d'accompagnement, qui apporte de la compagnie, qui fait les courses, qui veille à ce que la maison fonctionne bien, il faut que cette personne-là, elle ait du temps pour le faire et elle ait de la disponibilité d'esprit pour le faire. Et on constate que quand ça arrive, qu'on soit obligé de prendre en charge, de s'engager comme ça auprès d'un proche qui perd son autonomie ou qui est en déficit d'autonomie, on ne se rend pas compte de la charge de travail et de la préoccupation que ça va entraîner. On le fait par affection, il faudrait que j'arrête maintenant. Je termine quand même, je termine ça, parce que c'est quand même important que je partage avec vous, parce que c'est un sujet qui va nous préoccuper, qui va nous réunir dans les années qui viennent. On s'engage auprès d'une personne qui est en perte d'autonomie par affection, par amour, par dévouement, par fidélité à une histoire aussi. Mais après, progressivement, c'est de plus en plus lourd dans l'emploi du temps. Et les salariés qui s'adonnent à cette responsabilité, que j'ai qualifiée dans mon travail, dans mon rapport de service d'utilité publique, eh bien, progressivement, perdent de leur disponibilité au travail, la qualité de leur présence au travail en pâtit. Ils deviennent même de plus en plus absents parce que c'est fatigant, parce qu'il faut organiser les rendez-vous, il faut accompagner la personne. Et là, progressivement, l'éloignement de l'emploi s'organise, s'enclenche. Et puis, dans le meilleur des cas, bien, la personne, elle est oubliée dans son service. On ne lui donne plus de responsabilité, plus de mission, plus rien, parce qu'on se dit, celle-là, elle n'est pas disponible, elle n'a pas la tête à son travail. Ou alors même, eh bien, c'est la faute professionnelle, c'est la prise en faute professionnelle, c'est la menace de licenciement, ou c'est, à la demande même du salarié, une rupture conventionnelle du contrat pour être libéré de cette charge professionnelle et mieux pouvoir s'occuper de la personne. Donc ça, c'est un vrai sujet d'avenir, parce qu'avec le vieillissement de la population, avec l'allongement de la durée de la vie, avec la volonté des personnes à vouloir rester le plus longtemps possible à leur domicile, eh bien, nous allons être confrontés à ce sujet-là de plus en plus fréquemment. Et donc, c'est une question, je le répète, qui concerne à la fois les pouvoirs publics, mais aussi l'entreprise qui doit pouvoir reconnaître ces salariés qui sont dans un engagement d'aidant, qui ont besoin de temps. D'abord, ils ont besoin d'informations. Et là, je crois que les syndicats, vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez organiser cette information, cette sensibilisation de vos collègues et de l'encadrement. Les gens ont besoin de temps aussi pour pouvoir s'organiser, donc aménagement du temps de travail, regroupement de jours de congé, acceptation de dons de RTT, enfin pour avoir plus de temps pour des moments critiques, pour organiser les rendez-vous. Et puis aussi, ils ont besoin un peu d'argent de temps en temps pour aménager la maison, pour acheter un véhicule qui permettra de transporter la personne. Et là, l'action sociale de l'entreprise, elle peut être mobilisée sur ces sujets-là, pour autant qu'il y ait un accord à l'intérieur de l'entreprise. Donc, prendre ce sujet à bras-le-corps, tranquillement, parce qu'il n'y a pas d'urgence, c'est pas une crise, c'est pas un sujet qui mérite de monter sur les barricades ou de faire des piquets de grève, mais c'est un sujet qui doit rentrer dans les esprits et être vraiment présent aujourd'hui dans les ordres du jour du dialogue social pour faire avancer les entrepreneurs, les managers sur cette attention à apporter aux salariés. Alors dernièrement, il y a eu 2 ou 3 mesures qui ont été mises sur la place publique comme ça, disant il y avait la réduction des arrêts de travail, au motif que ça pouvait faire des économies à la sécurité sociale, mais la réduction des arrêts de travail, c'est aussi un moyen de mieux prendre en considération les besoins d'une personne au travail qui fatigue, qui n'en peut plus et qui a besoin d'une réorientation professionnelle. Donc je pense que l'argumentation qui a été donnée, elle n'était pas bonne. Effectivement,
tous les travaux dont on dispose indiquent qu'une personne qui est éloignée de l'emploi pour des arrêts, suite à des arrêts de maladie itératifs pendant plus de 6 mois, a beaucoup de mal après à raccrocher au travail. Mais agir sur les arrêts de travail, ce n'est pas seulement pour faire des économies à la sécurité sociale, c'est aussi pour garder le salarié dans sa vie professionnelle et dans sa dignité de travailleur. Et puis, par ailleurs, on a dit qu'il fallait favoriser le télétravail pour permettre aux gens de rester travailler à leur domicile. Là aussi, on a dit que ça permettrait de faire des économies à la sécurité sociale. Mais ça permet aussi d'organiser son temps pour mieux être disponible dans sa responsabilité d'aidant. Donc, vous voyez, il y a dans des dispositions de cette nature, il y a 2 volets. Il y a un volet qui peut être perçu comme une contrainte et une malveillance vis-à-vis du salarié. Et puis aussi, si c'est bien perçu, si c'est négocié, si c'est travaillé conjointement entre la direction et les représentants du personnel, ça peut être vraiment une plus-value, une amélioration des conditions de travail et des conditions d'exercice d'une responsabilité personnelle, sociale, en dehors de sa responsabilité professionnelle. Alors voilà, j'aurais pu vous en dire encore plus longtemps, mais moi j'aimerais bien pouvoir revenir rediscuter avec certains d'entre vous qui s'intéressent à cette question pour qu'on aille très au fond des mesures qui peuvent être prises et des engagements qui peuvent être pris progressivement de manière à ce qu'on puisse rentrer les uns et les autres dans une stratégie nationale où on sera très vigilant sur la prévention de la désinsertion professionnelle et très attentif sur la réorientation professionnelle précoce. Merci beaucoup, Madame Junot.